Pour mieux comprendre les différentes logiques qui sont intervenues dans les décisions de Manuel, nous vous proposons un petit détour par la montagne. Monsieur Raymond est alpiniste amateur. Il s'est attaqué ce matin à l'escalade du Mont Jaune par la face nord. Il est déjà 5 heures et il a rendez-vous avec Madame Raymond au sommet à 6 heures. Or, il reste encore un bon tiers d'escalade à effectuer. Monsieur Raymond a pris du retard. De plus, depuis ce matin, il a perdu un crampon. Il a perdu sa radio, le soleil l'a brûlé, puis le temps s'est gâté. À présent, Monsieur Raymond est très fatigué. Nouvel handicap qui s'ajoute à la perte du crampon et de la radio, au retard accumulé, aux coups de soleil et au froid. Dans cette situation très contraignante, Monsieur Raymond doit faire un choix. Plusieurs solutions s'offrent à lui. Première solution, redescendre. 2 avantages. D'une part, c'est moins fatigant. Et surtout, c'est sans risque majeur. Mais cette possibilité présente aussi 2 inconvénients. Madame Raymond risque de s'inquiéter au sommet. Ou pire, elle pourrait se moquer de lui. Deuxième solution pour Monsieur Raymond, dormir sur place. L'avantage est clair, Monsieur Raymond pourrait récupérer. Mais cette solution présente 3 inconvénients. Tout d'abord, le froid, contre lequel Monsieur Raymond n'est pas équipé. Puis les recherches que sa disparition déclencherait. Et les recherches, ça coûte cher. Enfin, dernier inconvénient. Troisième solution pour Monsieur Raymond. Continuer à grimper. Un seul avantage. En revanche, plusieurs inconvénients déjà cités se cumulent s'il n'arrive pas pour 6 heures. Notamment... Enfin, il existe une 4e solution. En empruntant le passage situé sur sa droite, l'accès au sommet serait plus aisé. Mais pour rejoindre ce passage, Monsieur Raymond doit atteindre ce piton rocheux. Une fois le piton atteint, il n'aurait plus qu'à suivre la route des débutants. Un avantage à cette solution. L'inconvénient, c'est que ce piton n'est accessible qu'en sautant. Et il vaut mieux ne pas le manquer. C'est cette dernière solution que retient Monsieur Raymond. 1, 2, 3. Aïe, 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 aïe. Revoyons la façon dont s'est construite la décision de Monsieur Raymond. Tout d'abord, nous avons vu qu'un certain nombre de contraintes pesaient sur lui. Sous le poids de ces contraintes, et dans sa volonté d'aboutir malgré tout, Monsieur Raymond a surévalué ses capacités. Il pensait atteindre le piton sans grande difficulté. Et dans le même temps, il a sous-évalué le risque en n'imaginant pas que le rocher pouvait être verglacé. Enfin, les autres solutions envisagées représentaient à ses yeux un effort trop conséquent. Ce que l'on appelle la prise de risque répond souvent à ce mécanisme. Sous le poids des contraintes, les opérateurs, comme Monsieur Raymond, pour faire face à leurs tâches, ont tendance à surévaluer leurs capacités et sous-évaluer les risques. À cette double évaluation s'ajoute l'évaluation du niveau d'effort à consentir. Toutes ces données vont orienter leur choix. Manuel, lui aussi, était soumis à des contraintes. Le stock de bois à purger, les encours à éliminer, l'arrêt pour 1 mois du broyeur, l'indisponibilité de Nicolas, le chef d'équipe. Sous le poids de ces contraintes, en prenant la décision d'utiliser les bennes pour évacuer les délinures, il sous-évalue les risques en assimilant l'arrêt du broyeur prévu sur 1 mois à un arrêt d'1 journée. Il conserve la même procédure. Il surévalue les moyens à sa disposition, par exemple en n'anticipant pas les conséquences possibles de la charge de travail du cariste. Une analyse préalable de la situation aurait pu conduire Manuel à prendre d'autres dispositions. Ce serait maintenant qu'on aurait besoin des bennes tout de suite. Non, je ne crois pas que l'accident se serait produit. Parce qu'avant de décider de mettre les bennes en place,
Je crois qu'il y aurait eu, je dis pas une étude avec un groupe de 10 personnes autour de la question, mais il y aurait eu un dialogue entre chefs d'atelier, entre opérateurs, entre maintenance. Il y aurait eu un dialogue avant d'établir quoi que ce soit comme dépannage. Il existait un système au débit pour vider ces délignures là sur une machine qui n'a pas de broyeur à proximité. Un système d'arceau dans lequel on met les délignures. On vient les récupérer après avec l'engin élévateur. Ce système d'arceau-là, il a l'avantage, par rapport au bennes, qu'il n'a pas de portique qui bascule, donc qui est fixe. Donc, bon, forcément, s'il n'y a pas de portique, il n'y aurait pas eu l'accident. Donc, on n'a tout simplement pas pensé à le mettre en place. Et pour ce faire, bon, comme il n'y avait qu'un arceau dans l'atelier, il aurait fallu y penser au moins 15 jours à l'avance pour laisser le temps à l'entretien d'en fabriquer 4 ou 5, puisqu'on a 4 ou 5 machines, 4 ou 5 personnes, laisser le temps d'en fabriquer 4 ou 5 et de les mettre en place. Et là, on aurait évité l'accident. On aurait pu mettre un système de convoyeur à bande qui aurait en fait continué ce transport des délignures jusque dans une benne qui aurait été située donc juste à côté du broyeur. Et par conséquent, là, on aurait plus de petites bennes au poste et plus de manutention avec les élévateurs. Il aurait fallu amener une grosse benne au fond. Bon, ça nous créait trop de problèmes techniques. Il nous paraissait difficile à surmonter. Et donc, on n'a pas retenu ce choix. On a plutôt retenu la benne individuelle près du poste. Je pense qu'il aurait fallu simplement y penser avant, se creuser un peu plus la tête. La solution étant connue, je dirais. Le schéma de décision de Manuel peut s'appliquer à tous les intervenants de cette histoire. Nous vous proposons à présent d'appliquer cette analyse à Jean-Marie le cariste et à Maurice, le responsable de la maintenance.